Madame la Présidente, Messieurs les jurés, je vais vous révéler un secret de polichinelle. Les idées mènent le monde et la voix porte les idées. En conséquence de quoi, mal poser les termes d'un débat, c'est introduire le désordre dans la réflexion. Faut-il crier pour qu'elle revienne? Il y a dans ce sujet deux mots clés qu'il faudrait d'abord appréhender. Crier et elle. Crier, c'est rendre public par la voix. C'est par la voix manifestée de façon évidente. C'est par la voix proclamée publiquement. Et elle, comme vous le savez, est un pronom personnel qui peut être sujet ou complément. Dans ce sujet, dans ce thème de cet après-midi, elle est un pronom personnel sujet. Mais quel sujet désigne-t-il? S'agit-il d'une personne ou s'agit-il d'une valeur? Nous pourrions, mesdames et messieurs, retenir ces deux sujets comme étant ceux que le pronom « elle » désigne. Et s'il faut commencer par appréhender « elle » comme étant une personne, ce pourrait être la femme aimée. Le sujet faisant référence à une chanson, c'est notamment dans cette chanson, la femme aimée qui est en question. Faut-il crier pour qu'elle revienne? L'époux, ou encore l'amant légitime, doit-il rendre publiquement, proclamer publiquement pour que celle qu'il aime lui revienne? Ce qui suppose qu'au préalable, elle est partie. Pourquoi? Peu importe. Mais pour susciter le retour, il s'agit de suivre un mécanisme. Au fond, le sujet, ce n'est pas de savoir s'il faut seulement crier pour qu'elle revienne. C'est encore moins de chercher à comprendre si le cri à lui seul suffit pour qu'elle revienne. Le sujet, c'est de savoir s'il est indispensable pour qu'elle revienne que l'on crie. Ce n'est pas encore la même chose. Il y a une petite nuance. Il ne s'agit pas non plus de savoir s'il faut crier sur elle pour qu'elle revienne. Mais faut-il crier pour qu'elle revienne? Et oui, l'homme, l'époux, l'amant légitime doit crier pour que la femme aimée revienne. Il doit crier parce que le cri dit la peine, le cri dit la douleur, le cri dit l'intensité de l'attachement. Il pourrait le faire en chantant, non? En chantant, c'est ce que Christophe a fait. Et qu'est-ce qu'un chant? Sinon un cri harmonieux. Et dans l'harmonie, disant sa peine, sa douleur d'avoir perdu Aline, qui sans doute, faisant écho à ce cri, faisant écho à cette douleur, à cette peine, lui est revenue. Et alors, si Aline était allée, ou si Aline était partie, de façon injuste, parce qu'il y a eu un autre qui l'a un peu séduite, fallait-il crier pour qu'elle revienne? Il fallait justement pour Christophe crier pour qu'elle revienne, parce que lorsque la femme aimée s'en va de façon injuste, ce qui permet ou ce qui interdit le retour, c'est l'orgueil. C'est de se dire, mais je suis parti, je l'ai abandonné. Pourquoi revenir maintenant? Va-t-il m'accepter? Et puis, j'avais bien raison de partir. Il s'est mal comporté. Et l'amant ou l'époux légitime qui crierait donnerait un prétexte à la femme aimée qui permettrait de lui dire, mais justement, tu te comportes mal. C'est pourquoi je m'en suis allé, mais alors le couperet tomberait. Je n'en ferai plus, tu peux revenir. Et donc, le cri, je vous le suggère ici, pour l'amant ou pour l'époux, est une manière d'être généreux, d'éviter que par sa boursouflure intérieure, la femme s'abstienne du retour, que les cas de conscience ne soient plus, qu'elle soit allégée et qu'elle revienne auprès de lui. Mais mesdames et messieurs, si elle ne fait pas seulement référence à la femme aimée, si elle désigne probablement une valeur, quelle serait-elle? Il a été beaucoup question ces temps-ci, et encore dans cette première joute, de liberté, d'égalité,
de justice, de démocratie. Lorsque les institutions chancellent, lorsque les inégalités font florès, lorsque l'injustice gronde, lorsque la République vacille, il importe de crier pour que ces valeurs-là reviennent au lieu qu'elles avaient déserté. Et mesdames et messieurs, si vous me permettez de rappeler ce propos de Vergès, qui indiquait que face aux injustices, il fallait que des grandes voix, celles qui s'élèvent au-dessus de la mêlée, portent le peuple pour que par le cri, par le tollé qu'on appelle particulièrement ou qu'on désigne particulièrement ici, dans cette situation particulière, lorsqu'il y a des injustices, le cri du peuple est appelé ou est dénommé tollé, un cri d'indignation, pour rappeler au prince ses devoirs, pour rappeler aux membres du gouvernement leurs obligations à l'égard de la nation. Et alors, donc dans une situation concrète, une situation d'injustice, une situation dans laquelle la République vacillerait, et vous vous en souvenez, l'une de ces situations s'est produite. C'était au XIXe siècle, Hugo Adjersé, tonnant contre Napoléon le Petit, parce qu'il estimait que le Second Empire était une atteinte à la République naissante. Voici une situation concrète. Par le cri, par l'indignation, Hugo porte le peuple français et la République viendra en lieu et place du Second Empire. Je vous ai dit donc, mesdames et messieurs, que le cri, il s'agit de porter, de rendre, de manifester publiquement son indignation. Il se trouve que durant ce concours, on a beaucoup parlé de soi. Je ne vois pas pourquoi je me priverais de vous parler un peu de moi. Là d'où je viens, au sud du Sahara, de Dakar à Abidjan, de Bamako à Conakry, de Kinshasa à Libreville, la lutte pour la démocratie, et prenez-le au propre, non pas au figuré, la lutte pour la démocratie est une chasse à courre. Il s'agit, pour ceux qui sont en place, d'interdire toute manifestation, en dépit des dérives qui pourraient arriver dans la gestion de l'appareil d'État, et que le peuple ne doit pas protester, ni les opposants proclamer publiquement leur désaccord avec la politique qui est menée. Nous ne connaissons pas une autre manière de manifester publiquement notre désaccord avec la mauvaise gestion. Chez nous, la seule manière pour le peuple, pour les opposants, de manifester et de dire aux princes et aux dirigeants « non, ce que vous faites là ne nous convient pas ». La seule manière, vous disais-je, c'était le cri. Donc, sous un régime dictatorial, sous une tyrannie, le peuple doit crier afin que la démocratie, elle, une valeur, de crier afin que la République, encore une valeur, nous revienne. Et si, après vous avoir démontré que dans cette situation particulière, il faut crier, l'idée venait à ma contradictrice de vous dire « mais ce sont des circonstances bien particulières ». Vous resterez de marbre et marmorien, vous répondrez que ces situations particulières sont le sel de la terre et que, au fond, ce sont les principales valeurs que pour un homme, la principale ou le principal être aimé reste la principale figure, l'horizon indépassable, et que si ces situations-là constituent le principal, les situations périphériques qui sont l'accessoire devront suivre le sort du principal, parce que juridiquement, il en est ainsi. S'il le faut pour le principal, il le faut pour les accessoires. Mais encore, mesdames et messieurs, l'idée pourrait toujours venir à mon adversaire de vous dire, mais il ne s'agit pas tellement de cela. Nous sommes dans un concours d'éloquence, l'éloquence, la rhétorique, encore elle, encore une valeur. Faut-il crier? Les orateurs doivent-ils crier pour que l'éloquence ou la rhétorique revienne? Vous vous souvenez qu'il y eut par le passé l'une des grandes figures de l'éloquence, Démosthène,
qui avait justement un problème de langage. Il était bègue. Que faisait-il? Des exercices de déclamation. En quoi consiste, mesdames et messieurs, vous êtes orateurs, la déclamation? Elle consiste pour un orateur à porter haut, à lever ou à élever le ton et la voix pour que l'éloquence, la parole qui chante, autant qu'elle en chante, lui revienne. Au bout de ces exercices de déclamation, il y a le nom de Démosthène inscrit dans les annales de l'histoire. Mesdames et messieurs, si le cri, à travers ces situations particulières que je vous ai décrites, ne permet pas qu'elle revienne, si le cri n'est pas indispensable pour qu'elle revienne, que nous faut-il finalement? Madame la Présidente, Messieurs les membres du jury, cher public virtuel et bien réel, chers contradicteurs. Nous y voilà, ça y est, c'est la dernière ligne droite, le dernier combat, l'ultime joute avant que la victoire ne revienne à l'un d'entre nous. Laissez-moi vous dire le plaisir que j'ai d'être ici aujourd'hui, de vous retrouver une dernière fois cette année, de faire face à ce public bien réel, à ce jury d'exception digne d'une finale, et surtout face à vous, chers contradicteurs. Pour nous départager, les organisateurs de Rhétorica ont redoublé de créativité et d'imagination, et je souhaiterais bien sûr les remercier de nous avoir concocté un tel sujet que je ne saurais qualifier. Faut-il crier pour qu'elle revienne? À la découverte de ce sujet, ma première réaction a été de me demander « Mais pourquoi? Pourquoi un tel sujet ?» J'étais perplexe, voire même totalement égarée. Mais au bout de quelques minutes de réflexion intense, j'ai compris. Comme une illumination venue d'au-delà, la réponse m'est apparue très clairement. Une mélodie bien particulière a commencé à se jouer dans ma tête et je me suis mise à chanter. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, et j'avais trop de peine. Alors j'ai eu cette chanson dans la tête toute la semaine, et il est hors de question que je sois la seule à subir cela. Alors voilà, c'est fait, ne me remerciez pas. Alors si ma voix est bien loin d'égaler les plus grands noms de la chanson française, vous aurez reconnu, du moins je l'espère, cette chanson mythique de Christophe. Tube de l'été 65 qui a à l'époque fait danser des milliers de slows dans les goguettes et autres thés dansants et qui est devenu aujourd'hui le fruit des réminiscences nostalgiques de quelques soixantenaires, leur offrant des paroles plutôt simples à se remémorer après toutes ces années. De toute l'immense discographie de Christophe, les organisateurs ont choisi Aline, cette grande chanson qui, quand on l'étudie un peu plus en détail, parle tout de même d'un homme qui pleure seul au milieu d'une plage, parce que le visage de la femme qu'il a dessiné, tel un Picasso du sable mouillé, a disparu après que la pluie soit tombée. Alors je ne saurais vous dire si cette chanson vaut un titre, mais à mon avis, ça méritait tout de même une bonne séance chez le psy pour le chanteur. Aujourd'hui, Christophe ne crie plus et ne criera plus, malheureusement, et Aline n'est jamais revenue. Mais je suis sûre que le chanteur serait honoré d'apprendre que nous lui rendons hommage aujourd'hui par ce beau sujet. Alors faut-il crier pour qu'elle revienne ? Avant de répondre à cette question, il nous faut nous attarder un peu plus en détail sur les termes importants du sujet. Le verbe « crier » est défini par le dictionnaire de l'Académie française comme le fait d'élever la voix, d'hausser le ton, de produire un son fort et perçant ou encore de proclamer publiquement. Revenir, c'est venir à nouveau, reparaître après avoir disparu. C'est aussi être attribué à quelqu'un et lui être légitimement dévolu. On peut alors se demander comment un sujet usant de termes aussi simples peut-il être aussi complexe? Eh bien, la complexité de cette problématique tient à la définition du terme « elle ». Ce pronom personnel peut renvoyer à tout un tas de choses diverses et variées, mais j'en retiendrai deux définitions aujourd'hui en vous montrant que, peu importe sa signification, il est certain qu'il ne faut pas crier pour qu'elle revienne. Dans un premier temps, elle, c'est cette personne qui nous est chère, celle qui partage notre vie, que ce soit pour l'éternité ou un simple court instant, c'est l'être aimé. Alors je ne prétends pas être une professionnelle des relations amoureuses, bien au contraire. Le plus grand engagement que j'ai eu à prendre dans ma vie jusqu'à aujourd'hui aura été d'acheter une plante verte pour que finalement elle ne meure que quelques jours après. Si je ne suis déjà pas capable de maintenir en vie un ficus, alors entretenir une relation sur le long terme, ça me paraît peu probable. Mais pour répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui et défendre ma thèse, j'ai donc dû me renseigner.
Comment faire revenir l'être aimé lorsqu'il nous a quittés? Vous seriez étonnés d'apprendre le nombre d'articles, de reportages, de blogs qui ont pour but de nous donner des conseils en matière de relations amoureuses. J'ai même fait la découverte d'un nouveau métier, celui de coach love, autrement appelé conseiller sentimental. Et oui, ça existe. Pour l'intérêt général, et je dirais même pour la nation, je me suis sacrifiée et j'ai visionné des heures et des heures de vidéos traitant du sujet, avec des titres plus accrocheurs les unes que les autres. Les 10 commandements pour récupérer son ex, 4 SMS ultra puissants pour la faire revenir, et même comment le récupérer pendant le confinement. Par ailleurs, mesdames, messieurs, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai gardé précieusement les liens. Eh bien, figurez-vous, chers contradicteurs, que pas un seul de nos coachs love nous conseille de crier sur la personne qui est partie. Pas une seule fois. Mais alors, comment faire en sorte que l'être aimé, cette personne qui nous est chère, revienne auprès de nous? Je considère que les actes sont le meilleur moyen de retrouver l'être perdu, car un acte vaut mieux que 1000 paroles. Et si vous n'êtes pas encore convaincus du pouvoir des actes, les cris ne doivent pas pour autant devenir la solution. Aux cris, je préfère les mots parlés, les mots simples, ou même les mots couchés sur un papier. Aux cris, je préfère le dialogue, l'échange et l'écoute. Le cri est un aveu de faiblesse, voire même parfois de culpabilité. À défaut de les rendre plus intelligibles, les cris font perdre aux mots tout leur crédit. Pourquoi crier alors qu'un acte vaut 1000 éclats de voix? Pourquoi crier alors que le ton le plus calme permet de transmettre tout autant d'émotions? Pourquoi crier alors qu'on peut simplement regarder l'être aimé dans les yeux et lui dire « Je t'aime, reviens-moi, tu me manques ». Rassurez-vous, chers contradicteurs, ces paroles ne vous étaient pas adressées particulièrement. Crier est inutile, d'autant plus que très souvent, c'est peine perdue. Il arrive en effet que l'être aimé ne revienne jamais, car les erreurs commises sont trop importantes pour être réparées. Et c'est ce que met en exergue Claude François, le chanteur le plus branché de sa génération, qui, dans sa chanson « Même si tu revenais », disait ces paroles électrisantes. « Même si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait, notre amour est mort à jamais. » Au contraire, et avec un peu de chance, il arrive que l'être aimé revienne sans qu'il ait été besoin de crier. Qui ici n'a jamais entendu « Si c'est la bonne, elle reviendra » expression qu'on peut facilement classer parmi les phrases les plus bateaux, à côté de « une de perdue », 10 de retrouvée. Mais certains, convaincus du fait que crier fera revenir l'être aimé, en viennent à créer un climat de danger dans la relation. Les cris sont déjà une forme de violence. Ils installent un environnement de peur et parfois même de terreur. Nombreux sont les témoignages de victimes qui rapportent que les violences conjugales ont débuté parce qu'elles considéraient à l'époque comme de simples cris issus d'un passage de colère. Mais le cri n'est jamais anodin. Trop de personnes considèrent que si la personne est terrifiée, elle reviendra forcément et sera contrainte même de rester. Personne ne devrait vivre sous la contrainte d'une autre personne. Personne ne devrait vivre dans la crainte. Personne ne devrait se sentir obligé de rester dans une relation où les cris et la violence sont monnaie courante. Personne. Dans un autre registre, mais tout aussi sérieux, ce « elle » auquel il est fait référence de le sujet peut être bien autre chose. Une chose encore plus grande et plus universelle que la personne aimée. Ce peut être cette femme, représentée par Eugène Delacroix en 1830, vivante et fougueuse, portant le bonnet phrygien, le drapeau tricolore dans une main et le fusil dans l'autre. Ce peut être celle que Paul Éluard sacralise dans l'un de ses poèmes lorsqu'il écrit « Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. » En effet, s'il y en a bien une qui semble manquer à l'appel aujourd'hui, c'est la liberté. Face à ce recul accéléré des libertés en France, on ne cesse d'entendre aujourd'hui, à droite comme à gauche, qu'elle n'est plus et qu'elle a disparu. Et la crise sanitaire que nous connaissons aujourd'hui n'aura pas arrangé les choses. Liberté de penser, liberté d'expression, liberté d'aller et venir, liberté de manifester. Tous ces grands principes auxquels la France est tant attachée semblent être aujourd'hui sacrifiés sur le champ de bataille, et je dirais même sacrifiés dans la guerre que nous menons face à cet ennemi commun, le coronavirus. On pourrait considérer que crier est important. Certes, il est important que nous prenions conscience de l'état déplorable dans lequel se trouvent nos libertés aujourd'hui, mais crier ne la fera pas revenir. Et penser le contraire serait bien naïf.
En conclusion, peu importe qui elle est, cette personne ou cette chose à laquelle il est fait référence dans le sujet, crier ne suffira pas à la faire revenir. Dans certains cas, parce que c'est peine perdue. Dans d'autres, parce que ce n'est pas nécessaire. Et encore, d'autres fois, parce que ce n'est pas suffisant. Et comme Aline n'est jamais revenue auprès de Christophe, je vous le redis encore une fois, non, il ne faut pas crier pour qu'elle revienne. Merci. Chère contradictrice, nous n'avons pas peut-être entendu de la même manière cette chanson. Vous disiez à l'instant qu'Aline n'était jamais revenue. Pourtant, Christophe nous assurait que si physiquement elle n'était pas, tout au moins par cette chanson, elle restait dans son cœur. Elle lui était revenue. Le retour ne l'entendait pas au sens matériel et physique. Le retour peut être aussi entendu ou compris dans une absence de présence physique. Mais si Aline, pardonnez-moi, était morte, si nous émettons cette hypothèse, les morts ne sont pas morts. Christophe a ressuscité Aline, et ce soir, en débattant autour de cette chanson, nous prolongeons encore pour des siècles et des siècles la vie d'Aline. Elle, Christophe n'est plus là, mais tout au moins, elle nous est revenue. Et en chantonnant dans votre exorde, vous avez insinué cette chanson dans la tête du public et des messieurs et de madame la présidente et messieurs les juges. Ce faisant, ils s'en iront aussi avec une part d'Aline en eux. Aline est revenue. Crier seul, mesdames et messieurs, ne suffit pas à reconquérir l'être aimé. J'entends bien et je l'admets. Si je l'énonce, c'est pour justement mettre cette vérité-là en perspective. Parce que le sujet, chère contradictrice, ne nous demande pas si crier seul suffit pour qu'elle revienne. Ce n'est pas faut-il seulement crier pour qu'elle revienne, mais faut-il crier pour qu'elle revienne. Bien entendu, pour reconquérir, c'est tout un mécanisme, c'est tout un processus. Et dans ce processus, le cri a une place indispensable. Il a une place prépondérante. Vous disiez qu'il fallait être calme pour énoncer des paroles douces et mielleuses. J'entends bien, mais lorsqu'il y a mésentente dans le couple, il se trouve que pour être rasséréné, lorsque l'être aimé part, il est bien besoin de crier. Le cri est un exutoire, on évacue. Si l'on ne fait pas cela, nous ne serons pas rassérénés, et si l'on n'est pas calme, comment reconquérir? Et donc, avant le calme, précède où se trouve le cri. Le cri qui permet le calme qui permet de séduire à nouveau et de la faire revenir. Le cri est indispensable au processus de reconquête. Vous nous avez aussi suggéré qu'il fallait écrire d'un mot, une lettre, j'entends bien, mais la lettre ne vaut, ou l'écrit est encore une sonorité. Parce que l'être aimé, lorsqu'elle lira, je ne doute pas que pour être emportée par la ferveur, elle cherchera notre tonalité, notre son, pour sentir la présence. En conséquence de quoi, il y aura encore, lors de la lecture, du cri qui sera manifesté par la lectrice. Et, chère contradictrice, heureusement, vous avez évoqué la victoire que vous et moi, ainsi que celles qui nous ont précédés, la victoire tant souhaitée. Et si nous sommes là cet après-midi, c'est pour justement cette victoire-là. Et que faisons-nous, mesdames et messieurs, elle et moi? Nous crions afin que la victoire, elle, encore, à défaut de nous venir spontanément, nous revienne. Le cri est-il dans cette circonstance encore, madame, je vous le demande, indispensable? Et si oui, murmurez donc, ne criez pas. Et si oui, écrivez des lettres au jury, au public. Ne criez pas, ne proclamez pas publiquement. Mais si vous ne ferez pas le choix du cri, ou si vous ne faites pas le choix du murmure, du silence, alors convenez bien avec moi que le cri est indispensable pour que la victoire
nous revienne. Enfin, il y a la liberté. La liberté qui fait défaut, que vous avez évoquée. Et en nous suggérant que pour la reconquérir, il ne fallait pas crier. Mais vous avez dit, à ma suite, que crier, c'était manifester de façon publique, c'était proclamer. Si nous ne crions pas, si nous ne manifestons pas contre cette absence de la liberté, ou ces outrages faits à la liberté, cette transgression, comment ferions-nous pour qu'elle revienne? Si nous ne disons pas, si nous ne rappelons pas qu'elle n'est pas, comment ferions-nous pour la regagner? Il faut faire le constat clinique, le constat dramatique, publiquement, qu'elle n'est pas, pour que le peuple commence à chercher les moyens pour la reconquérir. Et au début de cette crise, il s'est trouvé, vous le savez, des avocats gardiens de nos libertés pour protester contre les mesures particulièrement de détention. Grâce à cette proclamation publique de leur indignation, grâce à ce cri, les mesures ont été atténuées et les audiences, tout de même, ont été améliorées. Voici une situation encore concrète pour la liberté que vous évoquiez, qui a nécessité le cri. Le cri, mesdames et messieurs, il est indispensable dans le processus. Il ne s'agit pas de se demander si lui seul suffit. Lui seul, bien sûr, ne suffit pas. Mais dans le processus qui mène à la reconquête, il est indispensable, il a sa place, il est nécessaire, il est obligatoire. Sans lui, rien ne se pense. Je vous remercie. Chers contradicteurs, je vous remercie pour cette plaidoirie et cette contre-plaidoirie très intéressante. C'est un honneur pour moi de partager avec vous cette finale. Toutefois, l'heure n'est pas au compliment, mais au contre-argument. Et regardez, vous n'avez même pas eu besoin de crier que je m'en reviens déjà pour étudier certaines de vos idées, avec lesquelles je ne peux être qu'en contradiction. Selon vous, chers contradicteurs, crier son amour à l'être aimé, à la personne qui nous est chère, permettra de la faire revenir. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. Pour convaincre l'autre, je considère que rien de mieux que des actes. Les paroles et les mots sont vains, trop facilement prononcés pour convaincre l'autre. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau, comme disait Dalida. Et je souhaiterais évoquer avec vous cette grande chanson, Jacques Brel, qui chantait « Ne me quitte pas », que je considère être l'une des plus belles chansons d'amour et l'une des plus belles déclarations. Qui n'a jamais rêvé de se voir offrir des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas? Mais tout cela n'est que mirage, chers contradicteurs. C'est de la poudre aux yeux, c'est de la poudre de perlimpinpin. Brel a écrit cette chanson pour son amante, qu'il avait quittée parce que celui-ci refusait de quitter sa femme et ses enfants pour elle. Et si vous voulez mon avis, elle a bien eu raison. Monsieur voulait le beurre et l'argent du beurre, voire même peut-être plus, si vous voyez ce que je veux dire. Vous considérez, chers contradicteurs, que pour retrouver la liberté, pour qu'elle nous revienne, il faut commencer par crier. Toutefois, considérer qu'il faut crier après la liberté, la réclamer pour qu'elle nous revienne, peut être vu comme une erreur et peut être même vu comme étant à l'origine de sa disparition. François Sureau, grand avocat français et défenseur des libertés, écrivait dans un texte intitulé « Sans la liberté », publié en 2019, cette phrase que je trouve étonnante de vérité et que je vais tenter au mieux de vous citer. « Il n'est pas nouveau que les gouvernants s'impatientent des libertés. Il est plus étonnant que le citoyen y consente, parce qu'il est inquiet, bien sûr, mais bien plus profondément parce qu'il se pense désormais moins comme citoyen que comme individu. Les gouvernements n'ont pas changé, c'est le citoyen qui a disparu. Il serait donc dangereux de considérer qu'il nous faut crier pour que la liberté nous revienne, de considérer que celle-ci dépend de la volonté de l'État et du gouvernement de nous la garantir. Aujourd'hui, dans notre société, selon l'auteur, les libertés ne seraient plus un droit, mais une concession du pouvoir. Il y aurait donc, par cette phrase, une remise en cause de la conception classique de ce principe de liberté publique, selon laquelle l'État est le débiteur du citoyen en ce qu'il lui doit la garantie et le respect de ses libertés. Selon Sureau, aujourd'hui, le problème viendrait du fait que le citoyen considère lui-même qu'il est débiteur et qu'il lui faut quémander,
réclamer des droits et crier à la liberté pour qu'on lui la garantisse. Et c'est là que se trouverait l'une des raisons de sa disparition. Enfin, vous dites qu'Aline n'a jamais disparu, qu'Aline est revenue dans le cœur de Christophe le temps de cette chanson. Toutefois, Aline n'a jamais disparu du cœur de Christophe. Et d'ailleurs, je voudrais un petit peu démystifier cette chanson. Sachez qu'Aline est en réalité le nom de l'assistante dentaire de Christophe. Il a dit qu'il avait utilisé ce prénom parce que ça sonnait bien. Les cris ne sont pas nécessaires. Les cris sont contre-productifs. Les cris sont même parfois inutiles et n'ont plus aucun effet face à la fatalité. Et comme je ne pouvais finir cette joute sans citer celui qui m'a accompagné depuis le tout début dans chaque plaidoirie, je vous rappellerai, chers contradicteurs, que Jules disait « J'ai beau crier, un jour ou l'autre, on va m'oublier. Mais j'espère, du plus profond de mon cœur, chers contradicteurs, chers jurys, chers publics, que vous ne m'oublierez jamais. » Merci.